CQFD, c'est tout de suite, c'est maintenant et c'est sur Quasi. Et c'est Michel Barnier qui s'y colle. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Pardon. Merci d'avoir accepté notre invitation sur CQFD. On va aller très vite, parce que vous avez peu de temps, vous restez ici, j'allais dire c'est un voyage éclair à Mayotte. Oui, mais c'est une visite à laquelle je tenais, parce que j'aurais pu ne pas venir, et je pense que c'était important que je marque mon attention et ma solidarité avec l'outre-mer français. Et je commence ici par la rencontre avec les adhérents des Républicains de Mayotte, avant d'aller à la Réunion. Et c'est une visite à laquelle je tenais. De revenir en tout cas, on s'en félicite. Monsieur Barnier, petit quiz. Selon vous, quelle est la priorité pour les Mahorais? Qu'est-ce qu'ils attendent du prochain président de la République? D'abord, si vous me permettez, juste un mot. En arrivant ici à Mayotte ce matin, j'ai tenu avec Mansour Kamardine, qui m'a invité, qui est l'actif député. La star de Mayotte. De Mayotte, actif député reconnu et respecté à l'Assemblée nationale, je puis vous le dire. A déposé une gerbe à Dzaoudzi, au monument aux morts, parce que l'outre-mer a été toujours solidaire de l'Hexagone et dans la République française présente avec des personnes dont nous voulons saluer la mémoire et qui ont contribué à défendre notre pays. Et donc je voulais le faire ce matin en arrivant ce 11 novembre en particulier. Comprendre pour agir, hein. D'abord écouter, rencontrer les élus, rencontrer les militants des Républicains, dont je sollicite la confiance ici à Mayotte comme partout en France, pour le congrès qui va décider de notre candidat. J'espère être ce candidat, et réaffirmer l'attachement qui est le mien depuis très longtemps, comme citoyen français, comme ministre français, comme commissaire européen aussi, à l'outre-mer, et à ce qu'on appelle à Bruxelles les régions ultra-périphériques. Les fameuses RUP. Ici, à coup sûr, il y a des problèmes très particuliers. Ceux d'une immigration qu'on ne contrôle plus, et ceux du développement, et ça va ensemble. Donc il faut à la fois agir sur le développement par des équipements, par des signaux très importants comme l'université, le port qu'il faut aménager, l'allongement de la piste de l'aéroport, et en même temps une politique beaucoup plus rigoureuse pour limiter l'immigration et stopper le flux, parce que sinon on ne peut plus accueillir les gens qui viennent, et puis les Mahorais partent. Donc, un double problème qui est un peu symbolique. Ça, Monsieur le Président, mais la solution, c'est quoi? Tout le monde a essayé de ralentir ou de stopper l'immigration clandestine, je parle. Hein. C'est un échec total pour tout le monde. On n'y arrive pas. Donc, il faut des mesures plus fortes, comme, je le pense, la suppression du droit du sol ici, à travers une consultation par référendum que nous allons soumettre. Sur les questions d'immigration en général, j'ai proposé un moratoire de 3 à 5 ans pour l'Hexagone, et puis il y a les situations particulières comme celles que nous avons ici, et sans doute aussi en Guyane, qui exigent d'aller plus loin parce qu'il faut marquer un coup d'arrêt. Encore une fois, marquer un coup d'arrêt pour mieux accueillir les gens qu'on a accueillis, et puis éviter ce qui se passe à Mayotte avec le départ de beaucoup de Mahorais, au point qu'il y a dans ce département maintenant plus d'étrangers que de Français. Donc à coup sûr, mon opinion est qu'il faut maintenant marquer ce coup d'arrêt très fortement avec, en raison de la situation spécifique de Mayotte, une suppression du droit du sol exceptionnelle pour ce département. À plusieurs reprises, vous avez évoqué l'idée de mettre en place ce fameux moratoire sur l'immigration. Et puis, nos internautes nous disent, c'est quoi un moratoire? C'est quoi un moratoire? Ça veut dire quoi un moratoire sur l'immigration? Ça veut dire un coup d'arrêt à toutes les procédures d'attribution de cartes de séjour qui sont détournées, d'accueil des étrangers, détournement aussi des titres de séjour pour soins, et puis donner le signal que dans notre pays, on ne peut pas accueillir tout le monde. Et donc on va arrêter pendant plusieurs années le temps de remettre à plat toutes les procédures, d'en changer beaucoup, de faire des lois françaises qui ne soient plus sujettes à des risques de contradiction avec les institutions européennes, voire même les institutions nationales, parce qu'il n'y a rien dans la Constitution française sur l'immigration, il n'y a pas grand-chose dans les traités européens. Le temps d'un moratoire, c'est un coup d'arrêt très clair à toutes les procédures d'immigration. Le temps aussi de reconduire à la frontière des personnes. C'est un coup d'arrêt ou un ralentissement? Est-ce que vous dites stop? C'est immigration zéro pendant X temps, c'est ça? Nous disons stop à l'essentiel des flux. D'accord.
peut pas dire qu'on va supprimer complètement l'accueil d'étudiants étrangers qui ont, nous avons des raisons de les accueillir dans nos universités, à condition que ce soit de vrais étrangers. Mais nous avons décidé de donner un coup d'arrêt général à tous les flux d'immigration, le temps aussi de discuter avec nos partenaires européens de ce que doit être une vraie politique d'immigration en Europe, qui n'existe pas non plus, et le temps enfin de discuter avec les pays d'émigration économique d'un sujet extrêmement grave, et là aussi ça ne fonctionne pas, c'est la réadmission des personnes issues de ces pays, citoyens de ces pays dont nous ne voulons plus chez nous, et qui restent chez nous parce qu'ils n'obtiennent pas de titre de réadmission dans leur propre pays. Et ça fait partie d'un contrat que nous devons avoir avec ces pays. À Mayotte, on a l'habitude de vivre tranquille et heureux. Depuis quelques années maintenant, l'insécurité a pris le pas. Quand le soleil se couche, on ne sort plus. Les Mahorais ont peur. Est-ce que vous faites le lien, M. Barnier, entre immigration et délinquance? Il y a une situation incontrôlée, et donc des trafics, on le sait bien, des gens qui sont l'objet de ces trafics puisqu'ils viennent avec des trafiquants qu'il faut combattre. Et il y a aussi de l'insécurité qui est liée à ce désordre général d'une politique qui n'est plus maîtrisée. Donc ça veut dire aussi de la sécurité, ça veut dire aussi des forces de police, ça veut dire aussi de la gendarmerie, ça veut dire aussi des juges assez nombreux, une cour d'appel sans doute ici, une nouvelle prison, un centre pénitentiaire, des centres fermés, éducatifs aussi, des moyens massifs et particuliers qu'il faut par rapport à une situation qui n'est plus contrôlée. Pardonnez-moi, ma question elle est toute simple. Est-ce que vous faites le lien entre immigration Je connais cette question. Je ne vais pas dire que tous les étrangers sont des délinquants, si c'est votre question. Mais à coup sûr, cette immigration que plus personne ne contrôle accroît les risques et le désordre. Économie, il faut qu'on en parle. Mayotte a besoin de se développer. Notre 101e département, c'est le dernier. Il est en pleine construction. Il y a eu quelques ratés sur la construction de ce 101e département. On n'arrivera pas à construire Mayotte sans l'Europe aujourd'hui. En tout cas, beaucoup en sont convaincus. Mais le problème, c'est que nos entreprises mahoraises ont du mal à capter ces fonds européens, contrairement à nos cousins réunionnais qui arrivent très bien. Mais le risque, c'est ça, c'est qu'on a de plus en plus de Réunionnais qui viennent capter les fonds mahorais et nos entreprises mahoraises ont du mal. Comment on peut arriver à aider nos entreprises mahoraises à être performantes pour capter ces fonds européens? C'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Je connais bien cette question puisque j'ai géré ces fonds européens pendant 5 ans comme commissaire à la politique régionale et c'est là d'où est venu l'attachement que j'ai depuis longtemps aux régions ultra-périphériques. D'abord, il faut se prendre en main, il faut s'organiser, il faut que les entreprises mahoraises parlent d'une seule voix, comme elles s'organisent pour le faire, et puis qu'elles comptent sur le gouvernement français, puisque c'est la voie normale, et puis sur les députés européens, qui ont un rôle très important, et sur la Commission. Ce que je sais, c'est qu'à Bruxelles, on a toujours raison d'aller à Bruxelles. J'ai vu beaucoup d'élus, de responsables de tous les pays européens venir dans mon bureau quand j'étais chargé de ces budgets de 300 milliards d'euros pour l'ensemble des RUP. Non, pas l'ensemble des RUP, l'ensemble des politiques régionales pour toute l'Europe, dont les crédits RUP font partie. Oui. On a toujours intérêt à venir, si je puis me permettre, à venir ensemble. Donc il y a d'abord une discussion à faire entre les départements d'outre-mer qui ont droit à ces crédits pour faire un tri et parler d'une seule voix à Bruxelles. Et puis on a aussi intérêt à aller avec nos amis et partenaires espagnols et portugais qui ont d'autres régions ultra-périphériques parce que la cause des régions ultrapériphériques est une cause qui intéresse seulement 3 pays. Pour nous, avec les territoires qui n'ont pas droit au même crédit, une douzaine de territoires et de départements. Et donc, quand vous regardez toute l'Europe, ça ne fait pas beaucoup. Donc, il faut parler d'une seule voix et d'une voix forte. Et donc, se faire entendre auprès des commissaires, des députés européens, et trouver le bon canal avec le gouvernement. Mais je note cette question et je verrai comment aider les entreprises mahoraises et puis les collectivités territoriales aussi, ici, les départements, les communes, à bénéficier et à recevoir leur part juste de ces crédits européens dont je sais qu'ils sont souvent beaucoup plus importants que les crédits nationaux. Oui, évidemment. Par tradition et culture, à Mayotte, on aime la mer, on aime notre lagon, on aime pêcher et beaucoup vivent de la pêche. Et on a un gros problème, M. Barnier, à Mayotte, c'est que vous parliez tout à l'heure des Portugais, des Espagnols, ils viennent pêcher au large de nos côtes avec l'accord de l'Europe. Et nos pêcheurs mahorais, ici, se retrouvent souvent, ça peut peut-être faire sourire, mais avec une barque qui revient quasiment vide par rapport à avant, parce que tout est ramassé.
comment on peut arriver à protéger, j'allais dire, le garde-manger de nos pêcheurs? Comment, pas que de nos pêcheurs, parce que c'est aussi le nôtre, hein, comment on peut arriver à faire en sorte que cette pêche redevienne productive en restant dans les règles? Ça, c'est une question très importante. D'abord, je suis déjà venu ici à Mayotte et j'étais allé dans le lagon voir notamment une entreprise de pisciculture qui fonctionne bien. Qui ne fonctionne plus aujourd'hui. Qui fonctionnait bien à l'époque, en tout cas. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais en tout cas, je viens ici pour comprendre et écouter surtout. Hein. Et je comprends que si des pêcheurs espagnols ou autres pêchent, c'est avec des droits de pêche, avec des titres qui leur sont donnés dans le cadre de la politique européenne de la pêche. Et donc là aussi, ça passe par le gouvernement français. C'est pour ça aussi que je suis content d'écouter, parce que le gouvernement que nous mettrons en place, si je suis élu, aura l'ambition, je veux le dire, d'une politique maritime forte que nous n'avons vraiment jamais eue. Alors même que nous sommes la deuxième puissance maritime, grâce à nos départements et territoires d'outre-mer, du monde, après les États-Unis. Donc nous avons des raisons d'avoir une ambition maritime. Dans le cadre de cette ambition maritime, il y a les ports, il y a le trafic maritime, et puis toute l'économie maritime dont la pêche fait partie. Donc je note cette question. Et à propos du futur ministre chargé de la pêche, une question pour voir comment ces bateaux de pêche pêchent au détriment des pêcheurs français. Donc, l'eau, c'est la vie. À Mayotte, on manque d'eau. Il ne se passe pas une semaine si on n'a pas 2 coupures d'eau. Alors, ça, là aussi, ça peut paraître anodin, mais 2 fois 24 heures sans eau dans une semaine, pour beaucoup de familles, c'est grave. On sait régler le problème. Il faut rajouter 1 ou 2 retenues collinaires. Il y a des millions d'euros qui ont été investis en pied de terre pour désaliniser l'eau. Elle ne fonctionne pas. Est-ce que si demain vous êtes président, vous allez vous pencher sur le problème de l'eau? Je me pencherai sur tous les problèmes, mais ne demandez pas au président de la République de régler tous les problèmes. Si vous entendez un candidat qui vous dit qu'il va régler tous les problèmes lui-même, à la place des communes, des ministres, il vous racontera des histoires. Il faut faire attention. Le gouvernement doit gouverner, et ça sera clairement maligne, pas de pouvoir solitaire ou arrogant ou vertical. À coup sûr, s'il manque des équipements ici, on les créera dans le cadre du partenariat entre l'État, le département, les communes et avec les fonds structurels. Mais je connais ce problème, je sais la vie impossible qui est celle des habitants de Mayotte à cause de ces coupures d'eau régulières, parfois 24 heures. Hein. Donc il faut les équipements pour le faire. Hein. Mais je ne vais pas, parce que je suis en campagne électorale, vous dire demain matin ça sera réglé, parce que ce ne serait pas sérieux. Vous savez, dans le passé, il y a eu trop de promesses qui n'ont pas été tenues. Et moi, je veux faire attention à ce que je dis pour être capable de faire ensuite ce que j'ai dit. Si vous êtes président de la République, après avoir franchi la première étape, celle du Congrès, quelle sera la première mesure que vous prendrez, mais en faveur de Mayotte? S'il y en avait une qu'il fallait prendre, ça serait laquelle? Non, je vous ai dit, il y a 2 mesures qui vont ensemble. Ouais. La question du droit du sol, qui mérite une mesure exceptionnelle. Donc en lien avec l'immigration? Oui, c'est une manière de stopper ces flux et de faire le signal qui doit être fait aux Comores et à d'autres qu'on ne peut plus accueillir et qu'il faut maintenant qu'on s'occupe du développement de Mayotte. Et la deuxième mesure serait sans doute symbolique aussi pour l'avenir des jeunes, c'est le développement de l'université. Eh oui, primordial, l'éducation. Dans quelques minutes, vous allez retrouver les militants LR ici à Mayotte. Ils sont nombreux, ils vous attendent en bas. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Vous êtes venu pour leur dire quoi? D'abord, je suis très touché de cette invitation que m'a transmise de la Fédération LR de Mayotte, Mansour Kamardine, et très heureux d'avoir fait cette étape, même si elle est brève pour moi, elle est symbolique et importante. J'ai besoin d'eux, comme ils auront besoin du prochain président de la République. Et donc c'est un dialogue confiant. J'ai besoin d'eux parce que tout débute au moment de ce vote du Congrès, le 1er, le 2, le 3 ou le 4. Il faut être adhérent avant le 15 novembre, et donc il y a encore la possibilité pour des citoyens ici d'adhérer aux Républicains pour voter. En tout cas, ils savent que je suis attaché à l'outre-mer depuis très longtemps. Et ce n'est pas un propos de campagne électorale. Je l'ai prouvé comme ministre de l'Agriculture et de la Pêche, comme ministre de l'Environnement, je l'ai prouvé aussi comme commissaire à la politique régionale. Donc je continuerai à avoir cet attachement, en particulier pour ce département qui le mérite, parce qu'il est l'un de ceux qui ont le plus de problèmes. Donc, et des problèmes symboliques aussi de ce qui se passe en France dans beaucoup d'endroits. Pour conclure, il y a 5 candidats LR. Ici, c'est la grande famille des LR. À Mayotte, globalement, majoritairement,
les gens votent à droite ici à Mayotte. Donc ce sera forcément l'un d'entre vous qui sera candidat à la présidentielle. Qu'est-ce que vous avez de différent par rapport aux autres candidats? Parce qu'il va falloir choisir pour les militants du LR. La première question, c'est pas ce qui nous différencie ou nous sépare, mais ce qui nous rassemble, qui est beaucoup plus important. On a les mêmes valeurs. Oui, mais à un moment donné, il va falloir faire un choix. Nous sommes dans cette famille avec une règle du jeu. Moi, j'ai toujours pas appartenu à cette famille politique depuis que j'ai 15 ans et que je me suis engagé pour le général de Gaulle et je ne l'ai jamais quitté. Mais c'est bien qu'il soit revenu. Après, la question, c'est que nous avons des personnalités différentes, des histoires différentes, des expériences différentes. Je vous ai dit, moi, j'ai été élu président d'un département pendant 17 ans. Vous êtes probablement celui qui a le plus d'expérience. Dans les Alpes. J'ai été à 4 reprises ministre avec Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Puis commissaire européen, vous parliez vous-même de l'Europe tout à l'heure, du besoin absolument de Mayotte de bénéficier d'un accompagnement des fonds européens. Toutes ces expériences-là, elles font un tout. Elles font un tout, elles se consolident les unes les autres. Un département, le territoire, l'ancrage local, le gouvernement de la France, les questions internationales européennes. Je pense que toutes ces expériences sont utiles quand on veut être président de la République et sont même, je crois, nécessaires. En tout cas, merci beaucoup, Michel Barnier, d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce CQFD. Nous, on se retrouve très vite sur les antennes de Kwesi avec un autre invité et dans un autre lieu. Salut.